Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc nous allons, dans cette quatrième séquence, tenter d'exposer les autres facteurs responsables de la dégradation des écosystèmes forestiers ou de la forêt marocaine de façon générale. Donc nous avons exposé dans la séquence précédente le facteur relatif au bois de feu, comment la collecte du bois de feu influence négativement l'espace forestier marocain. Puis nous avons exposé l'activité agricole en tant que pratique très présente dans le monde rural marocain. Donc dans cette séquence, il sera question de trois autres facteurs responsables de la dégradation des espaces forestiers marocains, à savoir l'activité de l'élevage traditionnel, puis les activités artisanales, donc l'existence d'une grande partie des activités artisanales qui se basent sur des matières premières issues des espaces forestiers, puis le troisième et dernier facteur, donc les incendies de forêt, hara'iq al-ghabat. Donc en ce qui concerne le premier facteur dans cette séquence, qui est le troisième, si on prend en considération les deux autres que nous avons présentés dans la séquence précédente, donc l'élevage traditionnel se base entre autres sur les parcours forestiers. Donc cette exploitation des parcours forestiers est un des principaux droits d'usage dont bénéficient donc les usagers. J'ai parlé lors de la séance précédente de l'existence d'un certain nombre de droits d'usage qui sont reconnus par la législation forestière, donc le droit à la collecte de bois de feu et le droit de parcours qui sont reconnus par la législation forestière mise en place depuis 1917, la date de la mise en place du Code forestier marocain, qui a été donc chapeauté par Pierre Baudy, premier directeur des eaux et forêts au niveau national. Donc les parcours forestiers et le domaine alphatier représentent 40% des parcours naturels au Maroc. Donc ils permettent à la population locale, donc la population forestière et préforestière, d'exploiter ces parcours via l'activité de l'élevage traditionnel. Ces parcours forestiers produisent, comme nous l'avons cité auparavant, près d'1,5 milliard d'unités fourragères, ce qui représente 17% des besoins du cheptel national, ce qui est une partie relativement importante si on prend en considération cette quantité et le volume de la production fourragère issue des parcours forestiers. Donc, comme nous l'avons expliqué pour la collecte du bois de feu, c'est-à-dire la comparaison entre les besoins de la population et la capacité productrice des forêts marocaines, c'est la même équation qui est appliquée pour l'élevage traditionnel, du fait que c'est l'absence d'équilibre entre la charge animale et la capacité productive des parcours forestiers marocains qui cause problème de dégradation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un parcours forestier, s'il a la capacité d'offrir et de satisfaire le besoin de 1000 têtes de vin ou de caprin, on trouve dans ce parcours forestier 1500 têtes de bétail, ce qui veut dire automatiquement que la demande qui sera exprimée par ce troupeau va dépasser largement la capacité productrice de ce parcours forestier. Donc les besoins du cheptel national dépassent 3 à 5 fois la capacité des parcours forestiers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire automatiquement que ce qu'on prend à ces parcours forestiers en termes d'unités fourragères, ils dépassent largement ce dont est capable ce parcours forestier en termes de production fourragère. Donc le déficit entre l'offre
et la demande. L'offre, c'est la capacité de production de ces espaces, de ces pâturages forestiers, et la demande, c'est la demande exprimée par le troupeau national qui bénéficie de ces parcours forestiers. Donc là, le déficit entre l'offre et la demande est satisfait par quoi? Par la coupe de branches d'arbres, de feuillages et des arbustes, ce qui se traduit par la dégradation du capital forestier sur pied. Qu'est-ce qu'on veut dire par la dégradation du capital forestier sur pied? C'est ce qu'on peut voir dans la photo suivante. On constate que la couverture herbacée est presque absente, il n'y a pas d'herbe pour la satisfaction des besoins donc des troupeaux dans cette région-là. Donc qu'est-ce que fait le berger ou le propriétaire du troupeau? Donc il n'hésite pas à couper les branches d'arbres. Là on trouve c'est le cèdre, mais on coupe également les différents types, notamment le chêne vert, on coupe les branches et le feuillage pour satisfaire les besoins de ce troupeau. Et en faisant ainsi, donc les bergers ou même les propriétaires donc des troupeaux, ils contribuent à la dégradation donc de ce couvert végétal naturel. Donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette absence donc d'équilibre entre la demande et l'offre donc se traduit donc par ce comportement que nous avons vu dans la photo précédente. Donc qu'est-ce que fait l'administration des eaux et forêts donc pour lutter contre ces pratiques? Donc elle mène des politiques parfois de mise en défense في بعض الأحيان لوضع حد لهذا النوع من الممارسات اللي تقوم بها الساكنة اللي تتملك قطعا من الماشية، إما تقوموا بعمليات إنشاء المحميات لحماية يعني مناطق معينة، أو في بعض الأحيان تقوموا بزرع مواد تنتج مواد علفية، بعض النباتات المنتجة للمواد العلفية. Donc l'administration, la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols, donc l'actuel Haut Commissariat aux eaux et forêts et de lutte contre la désertification, estime à 10 millions l'effectif des chaptels nationales qui vivent dans les parcours forestiers nationaux. Donc c'est un effectif très important, donc on va facilement estimer la pression qu'il va mettre sur ces espaces forestiers marocains. Donc il est formé, ce troupeau, c'est-à-dire cet effectif, ce chaptel national, il est formé majoritairement par les caprins et les ovins. هذا القطيع الوطني اللي كيرعى بالدرجه الاولى في هذه المراعي الغابويه مكون اساسا من الماعز لي كابران ومن الاغنام بالدرجه الاولى، هما اللي عندهم هذوك الامكانيات باش يرعوا في المناطق الغابويه خاصه في المناطق الجبليه. Donc l'influence de cette activité d'élevage traditionnel est une influence négative sur les formations forestières qui subit donc cette pression et qui est généralement aggravée par d'autres facteurs tels la sécheresse, la transhumance, le fait que le troupeau est dominé par les caprins et le non-respect des lois forestières relatives donc à l'élevage. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الضغط الذي يمارسه القطيع الوطني على المراعي الغابوية تيتم يعني الانعكاسات تكون عنده الانعكاسات ديالو تكون مضاعفة عندما نأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل الأخرى، منها العامل تاع الجفاف. ماذا نعني بعامل الجفاف؟ أي في الفترات الجفاف غالبا ما تنعدم المواد العلفية يعني على مستوى سطح الارض، يعني لي فورماسيون ايرباسي ما تكونش الربيع، وبالتالي الملاك تاع القطعان تيقطعوا كما اشرنا الى ذلك سابقا، تيقطعوا الاوراق والاغصان تاع الاشجار، الشيء اللي تاثر عليها بكيفيه جد سلبيه. لا ترانزيمونس غياب او تدهور او تراجع الترحال اللي كان سابق يكون بين المناطق الجبليه والمناطق السهليه
كان سابقا كيخفف الضغط على المراعي الغابويه المتواجده خاصه في المناطق الجبليه. اذا بتراجع هذا الترحال اصبح القطيع يمكث بكيفيه يعني لمده طويله داخل هذه المجالات الغابويه، وبالتالي تيكون التاثير ديالو تاثير سلبي على التشكيلات النباتيه الغابويه. كون القطيع المتواجد بهذه المناطق الغابويه جله يتكون من قطع الماعز، وبالتالي تكون عنده انعكاسات جد سلبيه نظرا للامكانيات التي يتوفر عليها الماعز. تسلق مثلا كما نلاحظ ذلك في مجموعه من المناطق بما في ذلك مناطق الاركان، وكذلك تسلق بعض الانواع الاخرى كما هو الشان بالنسبه لشجرات البلوط الاخضر لو شينفيغ. كاين مساله اخرى لو نون ريسبي دي لوا، عدم احترام في بعض الاحيان القوانين الغابويه المرتبطه بالرعي، بحال ما له علاقه بلا ميزون دي فون سيتادير لا كرياسيون دونك دي ريزيرف relatifs donc ou qui sont mises en place pour faciliter la régénération des formations végétales au niveau donc des forêts marocaines. Donc à cela s'ajoutent plusieurs activités artisanales qui se basent sur les produits d'origine forestière. إذا ذكرنا على الجمع الأحطاب التدفئة، ذكرنا على الفلاء على الزراعة الدرجة الأولى، ذكرنا على القطاع ديال التربية الماشية. إلى جانب هذه القطاعات الرئيسية التي تؤثر سلبا على المجالات الغابوية هناك أنشطة حرفية. Donc quand on parle des activités artisanales مجموعة من الحرف اللي كتعتمد على مواد أولية تنتج بالدرجة الأولى في المجالات الغابوية. لا مينويزغي دونك النجارة، لا بوتري، الفخارة، لا ميديسين تراديسيونيل، يعني مجموعة من الممارسات التي تحسب على الصحة التقليدية التي تستعمل مجموعة من الأعشاب الطبية المتواجدة داخل هذه المجالات، والتي تستعمل بطريقة غير مهنية، وبالتالي تؤثر سلبا على الموارد الغابوية. Donc l'exploitation anarchique des collecteurs des aires médicinales se traduit par la disparition de certaines espèces et le recul de plusieurs d'autres. Donc dans ces activités artisanales, donc on peut les lister comme je l'ai déjà signalé il y a quelques instants. Il existe plusieurs activités artisanales qui se basent donc sur ces matières premières issues de la forêt. Donc je viens de les citer, la menuiserie, la poterie, la médecine traditionnelle. Les artisans qui travaillent dans ces domaines exploitent des produits forestiers sans respect de la loi forestière. Les menuisiers se basent sur le bois des différentes espèces forestières pour fabriquer leurs produits, par exemple les portes, les fenêtres, les instruments de travail dans le domaine de l'agriculture. On peut parler également des artisans de la région des Sawera qui se basent sur le bois du tuya pour fabriquer les différentes pièces utilisées dans la fabrication donc des souvenirs qui sont très demandés par les touristes, d'où une importante exploitation de cette espèce, c'est-à-dire le tuya. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure également sur le travail des collecteurs des herbes médicinales ou ceux qui utilisent le bois forestier ou le sous-bois des espaces forestiers pour la cuisson donc des ustensiles de cuisine, notamment ceux qui sont faits par les potiers. Donc ils consomment donc des quantités très importantes de ces produits. Les potiers par exemple, le fkhara, qui utilisent le bois et surtout le sous-bois forestier dans la cuisson de leurs produits dans les fours traditionnels, consomment d'importantes quantités de bois. Donc lorsque on se rend dans un village de potiers, on constate donc l'énorme quantité de bois qui sont stockés dans ces villages et qui sont utilisés donc pour leur activité. Donc,
Quand on parle des quantités et de volumes importantes donc de bois et de sous-bois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'existence d'une activité de défrichement des espaces boisés proches des villages spécialisés dans cet artisanat. Et là, on assiste durant les 2 dernières décennies, voire même les 3 dernières décennies depuis les années 90, on assiste à des pratiques qui sont encore plus polluantes. Par exemple, j'ai assisté personnellement lors des travaux de terrain, que ce soit pour le mémoire de DEA ou durant mon travail de terrain de thèse, que ces potiers n'hésitent pas à utiliser donc les pneus anciens. يعني ان هاد الناس فاش كنسولهم على المواد اللي كيستعملوا باش يطيبوا دوك الاواني الفخاريه ديالهم، واحد المجموعه ديالهم باش يقولوا لي بانهم ما كيستعملوش الاخشاب تاع الغابه، تيقولوا لك باننا راه كنشريو البنوات من المناطق الحضريه وتيستعملوهم باش يطيبوا هذوك الاواني. اذا من جهه هذوك الاواني تتكون بعدا مشبعه بمواد ملوثه، ثانيا هذيك العمليه تساهم في واحد التلوث ديال لير، لا بوليسيون دو لير اللي هي حتى هي جد صعيبه بالنسبه للبيئه المحليه. Donc, j'ai parlé donc des pratiques des potiers, mais on peut également, dans ce domaine des activités artisanales, parler aussi donc des guérisseurs et les adeptes de la médecine douce et biologique qui exploitent donc les plantes médicinales pour les utiliser dans la préparation de leurs remèdes. Là encore, nous assistons depuis quelques années à une utilisation très importante de ces herbes médicinales suite à l'existence d'une sorte de publicité faite par certains médias, notamment les radios privées, qui accueille donc des spécialistes dans ce domaine et qui parlent des bienfaits de la médecine traditionnelle, ce qui a fait que beaucoup de personnes commencent à utiliser donc ces herbes médicinales pour la préparation de leurs remèdes, et cela a donné une augmentation donc de la demande de la part des populations, ce qui se traduit par une pression sur ces herbes médicinales au niveau des espaces forestiers marocains. Donc l'absence d'une réglementation fine dans ce domaine, ainsi que la mauvaise organisation des utilisateurs s'est traduite par une exploitation anarchique, la disparition de certaines espèces et le recul de plusieurs autres. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui collectent ces herbes médicinales n'attendent pas la période qui convient pour faire la collecte. D'une part, donc là, en n'attendant pas cette période, donc il empêche ces herbes donc de redonner les grains pour qu'ils soient poussés de nouveau. Deuxièmement, les pratiques utilisées, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la coupe donc de ces herbes médicinales, mais ils font carrément l'arrachage, et ça, c'est des pratiques qui sont très mauvaises pour la régénération de ces herbes médicinales. Bref, chacune de ces activités artisanales participe à la détérioration des formations végétales à des degrés qui sont très différents. Le dernier élément qui contribue également à la disparition de quantités importantes de formations végétales forestières et au recul du couvert végétal naturel, c'est les incendies de forêt. الحرائق الغابات تعتبر من بين العوامل الرئيسية كذلك التي تساهم في تراجع المساحات الغابوية على المستوى الوطني. Donc ces incendies de forêt sont considérés parmi les facteurs principaux du recul donc, de l'espace boisé au niveau national. Donc les années de sécheresse ainsi que l'exercice de l'agriculture et la fabrication du charbon sont parmi les causes principales de déclenchement des incendies de forêt. Donc si vous faites attention au niveau
donc des informations télévisées ou radio-télévisées au niveau national. À chaque fois qu'on atteint la période estivale, on entend parler du déclenchement d'incendies dans les différentes régions du Maroc, même si on constate de plus en plus dans la région du Rif. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont liées à un certain nombre d'activités qui sont exercées par les populations rurales. Donc, en plus des conditions climatiques qui sont très secs, donc ils sont favorables au déclenchement de ces incendies pendant la période estivale. Donc les régions incendiées deviennent très fragiles et restent sous la menace de l'érosion, comme c'est le cas par exemple du Rif ou de certaines régions aussi des autres montagnes marocaines. On a le facteur pente qui est très important dans ces régions de montagne, et lorsqu'on assiste au déclenchement des incendies qui ravagent donc parfois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares, donc la surface, il devient très fragile face aux facteurs d'érosion, notamment l'érosion hydrique. Les versants donc, de la région du Rif au nord du royaume connaissent donc les taux d'érosion les plus importants. Donc certaines études donnent jusqu'à 200 tonnes par kilomètre carré et par an. Pourquoi? Tout simplement parce que les formations géologiques qui existent dans le Rif sont très fragiles, et lorsqu'ils sont la surface est dénudée, automatiquement ces zones deviennent très très fragiles, et l'érosion donc fait son effet avec des retombées qui sont très négatives. Donc le travail d'érosion a des retombées négatives sur les retenues de barrages, donc augmentation du volume des dépôts solides, d'où la baisse donc des capacités d'irrigation, baisse de 5000 à 6 000 hectares par an. باش تنقصدوا بهذا الشيء تنقصدوا بان هذا العمل التعريه ملي تيكون جد نشيط في المناطق الجبليه بالدرجه الاولى، هذوك العمليات التعريه تتساهم في ملء الحقينة السدود بالمواد الصلبة، الأتربة والأحجار وما إلى ذلك. وملي تكون حقينة السدود عمرة بهذوك المواد الصلبة، اشنو تيطرى؟ تنفقدوا جزء مهم من الطاقة الاستيعابية تاع الحقينة السد. وملي تنفقدوا ديك الطاقة الاستيعابية تاع الحقينة ديال السد، تيكون عندنا تنكونوا قد فقدنا يعني إمكانية سقي ما بين 5000 حتى 6000 هكتار سنويا فقط بفضل هذه العملية ديال التعرية. عندنا بعض الإحصائيات التي تهم هذه المسألة المرتبطة أو هذا العامل الخاص بحرائق الغابات. On a donc la décennie des années 60 près de 1883 hectares par an. Les années 70 aux alentours de 2960 hectares par an. Les années 80, une augmentation